Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous recevons aujourd'hui le professeur John Mearsheimer pour discuter de la mesure dans laquelle l'Occident pourrait saper sa propre position à la fois en Ukraine et à Gaza. Et qui de mieux pour en parler que le professeur Mearsheimer, qui en 2014 a écrit le célèbre article « Pourquoi la crise ukrainienne est la faute de l'Occident, l'illusion libérale qui a provoqué Poutine » et a également publié en 2007 le livre « The Israel Lobby and US Foreign Policy », avançant l'argument selon lequel les politiques américaines dans la région ne servent pas nécessairement les intérêts des États-Unis. Ou, comme vous l'avez formulé très précisément, elles ne servent pas les intérêts des États-Unis. Alors, bienvenue à nouveau. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Merci Glenn. Je pensais qu'un bon point de départ serait l'Ukraine, car parmi les milieux politiques et médiatiques occidentaux, il semble y avoir un consensus selon lequel une politique pro-ukrainienne consiste à exiger l'adhésion à l'OTAN, à envoyer des armes et à s'opposer à tout accord de paix jugé défavorable. Mais depuis 2014, voire avant, cette politique semble avoir constamment conduit l'Ukraine d'une mauvaise situation à une pire encore. Comment définiriez-vous une politique pro-ukrainienne? Car on suppose souvent qu'il existe une idée fixe de ce que cela signifie. Eh bien, dans le discours public, du moins dans le courant dominant, on estime que les Ukrainiens s'en sortent plutôt bien et que ce sont les Russes qui sont en difficulté. Leur économie va mal, ils ne réussissent pas sur le champ de bataille, et donc si nous soutenons les Ukrainiens, ou si nous continuons à les soutenir vigoureusement, ils peuvent redresser la situation et l'emporter sur le champ de bataille, ainsi que dans un règlement politique final. Et cela, à son tour, porterait un coup dévastateur aux Russes, car ils perdraient effectivement la guerre, et ce serait peut-être même un moyen commode de se débarrasser de Poutine. Et il y a toutes sortes de raisons, selon certains, de penser qu'il s'agit d'une alternative réaliste. Je pense qu'ils sont dans le déni. Les Ukrainiens sont en grande difficulté. Les Russes s'en sortent plutôt bien. Il suffit de regarder le sourire de Poutine lors de la récente conférence de Valdai, où vous étiez bien sûr présent, pour comprendre que les Russes pensent être en position de force. Et si cela ne vous suffit pas, vous pouvez consulter la récente tribune du général Zaloujny, qui parle de l'état de la guerre et de son évolution. Il est tout à fait clair qu'il comprend que les Ukrainiens sont en grande difficulté. Ils sont en infériorité numérique. Il comprend qu'il s'agit d'une guerre d'usure. Et il comprend que si cela continue, les Ukrainiens vont perdre. Il le dit très clairement. Il ne prédit pas la victoire. Je me souviens que lorsqu'il a écrit sa première tribune, il y a quelques années dans The Economist, il avait compris que l'Ukraine était déjà en difficulté, mais il pensait que des technologies sophistiquées pouvaient sauver la situation. Il ne défend plus cet argument aujourd'hui. Il n'a pas de formule magique, et il sait que les Ukrainiens sont condamnés. Et presque tous les rapports publiés sur ce qui se passe sur le champ de bataille, tant du côté ukrainien que du côté russe, dressent un tableau où les Ukrainiens sont acculés. Ils sont vraiment dans une situation très difficile. Ils s'efforcent de contenir les Russes dans la région de Pokrovsk. Mais pour y parvenir, ils doivent retirer des forces d'autres points le long de la ligne de front, ce qui les affaiblit à ces endroits. Le plus grand problème auquel ils sont confrontés, et il existe de nombreuses preuves des deux côtés pour le confirmer, est qu'ils n'ont pas assez de troupes pour tenir les lignes de front. Ils doivent laisser de larges brèches, que les Russes exploitent et pénètrent efficacement, bien sûr. Ainsi, la sagesse conventionnelle n'a tout simplement aucun sens.
The conventional wisdom just doesn't make any sense. And as you and I and Alexander have talked Et about comme toi, before, moi et Alexander en avons déjà parlé, le résultat final de tout cela, c'est que davantage d'Ukrainiens vont mourir et qu'ils finiront par perdre encore plus de territoire. Si les Ukrainiens avaient été intelligents, ils auraient conclu un accord il y a bien longtemps et ils s'en porteraient bien mieux aujourd'hui. Auraient-ils obtenu un bon accord? Non, certainement pas. Il n'y a pas de bons accords possibles. La question à ce stade, du point de vue ukrainien, est de savoir quel est le moins mauvais accord. Et le moins mauvais accord consiste à arrêter cela immédiatement et à faire tout ce qui est possible pour s'accommoder des Russes afin qu'ils ne détruisent pas davantage votre pays. Je veux dire, le fait est que vous avez perdu la guerre. Quand on perd une guerre, il faut faire d'énormes concessions aux vainqueurs. Ce que vous devez faire, c'est minimiser ces concessions autant que possible, surtout lorsqu'il s'agit de territoires perdus. Et cela signifie travailler avec les Russes. C'est une pilule amère à avaler pour les Ukrainiens. C'est aussi une pilule amère à avaler pour les Européens et les Américains. Mais la question est, quelle est l'alternative? Et la réponse est qu'il n'y en a pas, à part continuer la guerre, ce qui est la pire option. À mon avis, cela aurait dû être arrêté depuis longtemps, mais ça ne l'a pas été. Et maintenant, c'est le moment de le faire. Eh bien, ce que vous dites se reflète plus ou moins dans l'entretien donné par Alexei Arestovitch. Je crois qu'il a accordé une interview il y a quelques jours et je l'ai trouvée fascinante. Je l'ai déjà mentionné. On lui a demandé ce qu'il ferait s'il devenait président, comment il mettrait fin à la guerre. Et au lieu de parler de fermeté envers la Russie, il a dit « Eh bien, la première chose que je ferais serait de prendre un avion pour Moscou et de les rassurer sur le fait que l'Ukraine ne sera plus jamais utilisée comme une menace contre la Russie. J'accepterai les concessions territoriales et je passerai en revue toutes nos relations depuis 1991 pour régler les choses. Je veux dire, donc les Ukrainiens semblent reconnaître ce qui se passe. Et encore une fois, comme vous l'avez justement souligné, il sourit et plaisante. Poutine à Valdai semble lui aussi très confiant que tout cela approche de son terme. Mais les Européens, ils ne peuvent pas être, ils doivent savoir ce qui se passe. Je suppose que les Américains le savent sûrement, puisqu'ils essaient de confier la guerre aux Européens. Mais quel est le plan de jeu européen ici? Parce que nous avons entendu certaines personnes, comme le chef du renseignement allemand, affirmer que nous devons prolonger la guerre encore 5 ans afin de nous préparer à une éventuelle guerre future. Est-ce cela que les Européens prévoient? Rejoindre la guerre après avoir affaibli la Russie autant que possible. Je veux dire, il est difficile de croire qu'ils ne savent pas ce qui se passe sur le champ de bataille. Je sais que les journalistes ne sont pas toujours... Enfin, ils ne sont pas toujours honnêtes. Ils doivent maintenir le récit pour conserver le soutien à la guerre. Mais en coulisses, les dirigeants politiques à travers l'Occident doivent bien savoir ce que tout le monde semble reconnaître. Oui. Je ne sais pas, Glenn. Je change souvent d'avis à ce sujet. Parfois, je me dis qu'ils sont complètement délirants. D'autres fois, je pense qu'ils croient vraiment que les Ukrainiens peuvent renverser la situation, que les Russes représentent une menace mortelle, prêts à conquérir davantage de territoires en Europe de l'Est et peut-être même en Europe centrale, qu'ils constituent une menace pour l'Allemagne, par exemple. Je ne comprends pas comment quelqu'un qui connaît un tant soit peu la guerre et les équilibres de puissance pourrait penser que la Russie est en position de conquérir une part importante de l'Europe de l'Est et d'avancer en Europe centrale. Non seulement les Russes n'ont jamais exprimé le moindre intérêt à conquérir toute l'Ukraine, mais il est important de souligner qu'il n'existe aucune preuve que Poutine ait jamais dit qu'il souhaitait le faire. En fait,
Il a fait un certain nombre de déclarations indiquant qu'il ne voulait pas s'approcher de l'ouest de l'Ukraine, et ce pour de bonnes raisons stratégiques. Il n'a jamais menacé de conquérir les États baltes ou la Pologne. De plus, s'il essayait de le faire, il se retrouverait en guerre avec l'OTAN, ce qui, de son point de vue, serait une pure folie. Donc, en ce qui concerne les intentions de Poutine, bien sûr, on ne peut jamais en être sûr à 100%. Toutes les preuves indiquent un dirigeant qui cherche à conquérir le territoire de l'Est de l'Ukraine, une partie substantielle de celui-ci, puis à transformer l'Ukraine en un État dysfonctionnel et instable. C'est à mon avis ce qu'il essaye de faire. Et puis, si l'on veut parler des capacités, ce qui compte énormément ici, est-ce que l'armée russe, qui a eu énormément de mal à conquérir le 5e oriental de l'Ukraine, donne l'impression d'être prête à submerger toute l'Europe? A-t-elle l'air d'avoir assez de troupes pour cela? A-t-elle l'air de disposer de soldats hautement qualifiés capables de se diriger vers Dunkerque? Je ne le pense pas une seule seconde. Donc je reste simplement stupéfait quand j'entends les dirigeants d'Europe occidentale et même d'Europe orientale parler de la menace russe. Cela ne ressemble en rien à ce que je vois sur le terrain. Mais quoi qu'il en soit, il semble que beaucoup de ces dirigeants européens se soient convaincus de ce récit, selon lequel les Russes seraient la réincarnation du Troisième Reich et que l'armée russe serait la Wehrmacht. Et ils agissent en conséquence. Ce qu'ils font, en réalité, c'est utiliser l'Ukraine comme un outil pour épuiser cette armée russe incroyablement redoutable qu'ils imaginent. Ils pensent qu'il est bon que l'armée ukrainienne fasse saigner à blanc l'armée russe. À mon avis, du point de vue de l'Ukraine, comme nous le disions plus tôt, c'est une catastrophe totale. La dernière chose que les Ukrainiens veulent faire, selon moi, c'est se lancer dans l'entreprise de faire saigner les Russes à blanc. Ils ne le feront pas. Au final, ils vont s'épuiser complètement. Et tout cela dans quel but? Protéger les Européens contre une menace qui n'existe pas. Tout cela est, pour reprendre une expression que nous utilisions quand j'étais jeune, complètement fou. C'est juste, vous savez, insensé. Et pourtant, c'est bien là où nous en sommes. Glenn, permets-moi de faire un autre point. Je veux simplement revenir sur ton observation à propos des dirigeants ukrainiens se rendant à Moscou et parlant à Poutine, car je pense que Poutine serait prêt à conclure un accord. J'ai observé Poutine de très près depuis longtemps, et si l'on revient à son célèbre article du 12 juillet 2021, où il expliquait sa vision des Russes et des Ukrainiens, il les considère essentiellement comme des frères et sœurs de sang. This is not somebody who hates Ukrainians and wants to kill Ukrainians. On the contrary. And if you look at how he's... Au contraire, si l'on observe la manière dont il a mené la guerre, il n'a pas vraiment mené une campagne de punition intense visant à tuer des civils. Il ne fait aucun doute qu'il a intérêt à transformer l'Ukraine en un État résiduel dysfonctionnel, car l'Occident veut utiliser l'Ukraine pour vaincre la Russie, et il ne peut pas permettre que cela se produise. Mais je ne perçois pas que la ferveur nationaliste ait pris le dessus dans l'esprit de Poutine, qu'il considère le peuple ukrainien comme des ennemis mortels qu'il faut détruire à jamais, ou affaiblir au point qu'ils mènent une vie terrible et que leur État soit anéanti, et ainsi de suite. Je crois qu'il aimerait trouver un modus vivendi avec les Ukrainiens. Je pense qu'il souhaiterait le faire pour deux raisons, pour le redire. D'une part, je pense qu'il n'a pas d'animosité envers les Ukrainiens, qu'il considère, encore une fois, comme des frères et sœurs de sang. De plus, il est tout à fait logique, d'un point de vue stratégique, qu'il cherche à établir une sorte de modus vivendi avec les Ukrainiens. La dernière chose qu'il souhaite, c'est conquérir l'Ukraine, ou une partie de l'Ukraine, puis se retrouver face à une grande guerre civile, ou
une insurrection à l'intérieur du territoire conquis et entretenir des relations empoisonnées en permanence avec l'État ukrainien qui subsisterait après la fin de ce conflit. Il serait bien plus sensé, du point de vue de Poutine, de laisser cette guerre derrière lui et de chercher à établir de bonnes relations avec les Ukrainiens. Je ne dis pas qu'il en est capable, mais je pense que c'est dans son intérêt. Donc, si quelqu'un comme Arestovitch se rend à Moscou et parle à Poutine, je pense qu'il y a une assez bonne chance qu'il puisse parvenir à un accord. Oui, eh bien, je pense qu'il y a aussi une certaine inquiétude concernant les excès, car on veut une paix qui aboutisse à un statu quo acceptable, pas quelque chose qui reste en permanence une épine dans le pied des autres et qu'il faudra corriger plus tard. De plus, certains rapports suggèrent que jusqu'à 3 millions d'Ukrainiens ont fui vers la Russie pendant cette guerre. Et il ne faut pas non plus trop les aliéner, dans la mesure où il ne s'agit pas de mener une guerre contre le peuple ukrainien. C'est pourquoi ils la définissent comme une guerre contre l'État ukrainien. Mon propos n'est pas d'excuser quoi que ce soit, mais de souligner les limites de ce que la Russie peut réellement faire. Je veux dire, c'est la même chose avec cette idée que la Russie annexerait la Pologne à l'Empire russe, comme au XIXe siècle, et marcherait sur Paris. C'est assez absurde, même si Poutine était aussi fou que cela. Vous savez, ce n'est pas vraiment un dictateur. Il a effectivement un public qui doit le soutenir. Il serait très difficile d'expliquer au public russe pourquoi il faudrait marcher sur Paris ou au reste de la classe politique en Russie. Et, plus important encore, à ses partenaires internationaux. Je veux dire, l'une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas réussi à isoler la Russie dans le système international, c'est que beaucoup de pays, en dehors de l'OTAN, considèrent cela comme une guerre par procuration contre la Russie, avec l'OTAN utilisant l'Ukraine depuis 2014. Mais que diraient les pays des BRICS, les pays de l'OCS, la Chine, l'Inde ou le Sud global, si la Russie commençait à marcher sur l'Allemagne? Ce serait absurde. Mais je pense que c'est pour cela que les dirigeants politiques doivent souvent communiquer en clichés et en rhétorique émotionnelle. Car s'ils développaient réellement leurs arguments, ils n'auraient aucun sens, d'aucune manière. Enfin, désolé. Je vais simplement dire aussi, et je crois avoir déjà abordé ce point avec toi et Alexander, que les Russes ou les Soviétiques ont occupé l'Europe de l'Est, et que c'était un véritable nid de guêpe. Ils ont dû faire face à une insurrection majeure en Allemagne de l'Est en 1953. Ils ont dû intervenir en Hongrie en 1956, en Tchécoslovaquie en 1968, et ils ont failli entrer en Pologne à 3 reprises. Ensuite, ils ont dû composer avec les Roumains, les Albanais et les Yougoslaves, 3 épines majeures dans leur flanc. Tu sais, ils ont déjà vécu tout cela, ils ont déjà essayé, et cela ne s'est pas très bien terminé. L'idée qu'ils voudraient reconquérir ou réintégrer ces pays dans un nouveau pacte de Varsovie n'est tout simplement pas un argument sérieux. Et d'ailleurs, j'ai vu Poutine l'autre jour parler de l'expérience américaine en Afghanistan. Et bien sûr, les Soviétiques ont connu une expérience similaire en Afghanistan. La principale leçon que Poutine a sûrement tirée de l'Afghanistan, c'est qu'il ne faut pas envahir d'autres pays et essayer, vous savez, de les occuper et de diriger leur politique. C'est une recette pour le désastre. Nous vivons à l'ère du nationalisme. Les États-nations veulent l'autodétermination. Ils veulent la souveraineté. Ils ne veulent pas que les Russes viennent leur dire à quoi leur politique devrait ressembler. Pas plus que les États-Unis ou tout autre pays ne veulent qu'un autre pays occupe leur territoire et tente de diriger leur politique. Poutine comprend cela. Toutes les preuves montrent clairement qu'il le comprend. Par conséquent, je pense que ces arguments selon lesquels il chercherait à recréer l'Empire soviétique, une sorte de nouveau pacte de Varsovie, n'ont tout simplement aucun sens.
Non, et je pense que l'argument nationaliste était la raison pour laquelle beaucoup de gens avaient mis en garde contre le renversement du gouvernement en 2014. Dans l'est de l'Ukraine, tous les Russes ethniques, les russophones, dès qu'on a essayé de tirer l'Ukraine dans l'orbite de l'OTAN et de commencer à restreindre leur langue, leurs droits culturels et religieux, soudainement, l'identité nationaliste a commencé à se rallier au camp russe, parce qu'ils se voyaient, dans une certaine mesure, comme étant russes. C'était donc une très mauvaise idée. Ils auraient dû continuer à construire une identité nationale ukrainienne indépendante de la Russie, mais pas anti-russe. Une fois que cela est devenu anti-russe, je pense que oui, il y a eu une guerre civile, et les Russes sont intervenus du côté des Ukrainiens de l'Est. Mais je voulais te poser une question sur l'incrémentalisme dans cette guerre, car ce que nous faisons aujourd'hui, nous n'aurions jamais osé le faire en 2022. Je veux dire, les HIMARS, les F-16, les frappes à longue portée. Je vois le général Donohue parler avec désinvolture d'une invasion de Kaliningrad. Vous savez, les Européens veulent maintenant saisir des navires russes, pour une raison que franchement, j'ignore. Et bien sûr, Trump parle désormais de la possibilité d'approuver les Tomahawk. Là encore, il s'agirait de missiles américains opérant avec le renseignement américain. On ne sait pas dans quelle mesure les Américains participeraient également à leur lancement. Où tout cela nous mène-t-il? Parce que j'ai parfois l'impression que les Russes commencent à perdre un peu patience. Certainement avec les Européens, mais aussi avec l'idée qu'ils pourraient conclure un accord et améliorer leurs relations bilatérales avec les Américains. Je ne sais pas si vous voyez les choses de la même manière, mais encore une fois, l'incrémentalisme en temps de guerre est une chose dangereuse. On commence à un certain point, puis on glisse progressivement vers une position beaucoup plus extrême. Comment percevez-vous les menaces qui nous attendent? How do you see the threats ahead of us? Yeah, this is a great question. Let me make a number of points here. Oui, c'est une excellente question. Permettez-moi de faire quelques remarques ici. Tout d'abord, je pense que les deux événements de cette guerre qui m'ont le plus choqué ont été l'invasion ukrainienne de Koursk, où l'armée ukrainienne, avec le soutien de l'OTAN, a envahi la mer Russie, ce qui pour moi est vraiment stupéfiant. Et puis il y a eu cette attaque contre la force de bombardiers stratégiques à l'intérieur de la Russie. Je veux dire, on parle des Ukrainiens, pleinement soutenus dans ces attaques par les États-Unis, le Royaume-Uni et l'OTAN en général, frappant l'un des piliers de la triade nucléaire. Pour quelqu'un comme moi, qui a grandi pendant la guerre froide, c'est impensable. Honnêtement, je ne pensais pas que nous permettrions que cela arrive, que nous rendrions parfaitement clair pour les Ukrainiens qu'ils ne pouvaient pas envoyer de forces terrestres, de troupes au sol, en mer Russie, et qu'ils ne pouvaient pas s'approcher de la triade russe. Je veux dire, pendant la guerre froide, on comprenait parfaitement que c'était jouer avec le feu. Cette expression ne suffit même pas à le décrire, n'est-ce pas? Nous parlons de guerre nucléaire. C'est un pays qui possède des milliers d'armes nucléaires. L'idée que vous allez effrayer les Russes, que vous allez attaquer leur patrie, c'était, vous savez, pendant la guerre froide, impensable. Je voudrais simplement te rappeler, Glenn, qu'un des scénarios dont nous parlions à l'époque était celui où les Soviétiques attaqueraient si le pacte de Varsovie lançait une offensive en Europe centrale et que leurs forces seraient anéanties par les forces de l'OTAN. Les forces de l'OTAN étaient assez redoutables. Alors, que se passe-t-il si les forces soviétiques s'effondrent? Est-ce que vous, l'OTAN, avancez ensuite vers l'Est? Commencez-vous à vous diriger vers la frontière soviétique? Je ne pense pas que quiconque aurait préconisé cela. Mais ici, vous avez une situation où vous êtes en Ukraine, qui faisait alors partie de l'Union soviétique.
Vous êtes en Ukraine, faisant tout votre possible pour en faire un membre de facto de l'OTAN. Et ensuite, vous prenez les forces ukrainiennes et elles marchent vers la mer Russie. Incroyable. Et puis vous attaquez une jambe de la triade stratégique. Encore une fois, je pense que du point de vue d'une personne, c'est-à-dire moi, dont l'esprit a été façonné pendant la guerre froide, c'est vraiment choquant. Voilà donc le premier point que je ferai. Le deuxième point, c'est qu'il m'est aucun doute que nous avons gravi les échelons de l'escalade. Nous avons fini par faire des choses, dont beaucoup que tu as décrites et certaines que j'ai décrites, qui montrent que nous sommes vraiment profondément engagés dans ce combat et que nous avons été prêts à retirer les gants. Il y a eu certaines limites, bien sûr, mais ces limites ont été lentement et régulièrement levées, comme tu l'as dit, et comme je l'ai dit. Alors la question que je me pose, étant donné que je pense que les Russes vont gagner cette guerre et à quel point l'Occident y est profondément investi, est la suivante. Que va-t-on faire? Allons-nous simplement accepter que les Russes aient gagné? Ou allons-nous intensifier? Ou allons-nous essayer de faire quelque chose pour empêcher une victoire russe? J'ai tendance à penser qu'il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire, mais nous allons être désespérés. Ce sera, en supposant que les Russes gagnent, une défaite stupéfiante pour l'OTAN. Il est très important de le comprendre. Une défaite stupéfiante. L'OTAN s'est engagée à vaincre les Russes, et au début, nous pensions pouvoir les mettre à genoux. Nous allions les exclure du rang des grandes puissances. Et cela n'arrivera pas. En supposant que les Russes gagnent, ce que je pense probable, il faut se demander, que va-t-on faire? Et il faut ensuite relier cela à la question suivante. Que vont faire les Russes si nous commençons à gravir l'échelle de l'escalade? La réponse est qu'ils la graviront avec nous. Et alors la question est, où tout cela s'arrête-t-il? Je dirais donc qu'on peut avancer un bon argument. Je veux dire, qui peut vraiment savoir comment tout cela va se dérouler? Mais on peut raisonnablement penser que des temps véritablement dangereux nous attendent. Que la question de savoir qui remportera cette bataille est importante, certes, mais que ce n'est pas la fin de l'histoire. La vraie question est de savoir si l'OTAN ou l'Occident peuvent accepter une défaite. Prenons Trump, par exemple. Je pense que Trump a en grande partie essayé de se laver les mains de ce conflit. Mais si les choses donnent l'impression que les Russes vont l'emporter et que cela représente une défaite majeure pour l'OTAN, les gens autour de Trump vont exercer une pression énorme sur lui pour qu'il agisse. Et comme nous le savons tous avec Trump, la dernière personne à lui parler, parfois ou souvent, a beaucoup d'influence. Il pourrait finir par faire quelque chose de stupide, ce qui pousserait les Russes à réagir de manière plus agressive. Et encore une fois, qui sait où cela s'arrêterait? On en parle toujours au passé aussi. Que va-t-il se passer vers la fin de la guerre, lorsque l'Ukraine commencera à s'effondrer? Quand ce désespoir s'installera, je crains que, refusant d'accepter la défaite, il y ait des escalades complètement folles du côté de l'OTAN. Et si l'on écoute la rhétorique, surtout celle des Européens en ce moment, on y trouve un niveau de folie au plus haut niveau. Je veux dire, cette idée qu'ils vont saisir tous les fonds russes, saisir les navires russes. Pourquoi ne pas commencer à intervenir directement dans la guerre? Je veux dire, le chancelier allemand parle de devoir construire la plus grande armée pour pouvoir combattre la Russie. C'est complètement excessif. Mais je voulais un peu passer au Moyen-Orient, car je sais que c'est aussi un sujet que vous suivez depuis de très nombreuses années. Étant donné que vous avez écrit des livres sur ce sujet et sur le lobby israélien, comment définissez-vous les intérêts des États-Unis au Moyen-Orient? Et pourquoi pensez-vous que le soutien à Israël entre en conflit avec ses intérêts?
Je pose la question parce que on entend souvent l'argument selon lequel, sur ce vaste continent eurasiatique, l'Europe occidentale constitue la tête de pont du côté ouest, tandis que le Japon, la Corée du Sud et d'autres alliés jouent ce rôle du côté est. Israël était censé être une tête de pont puissante dans la partie sud. Biden a un jour déclaré que s'il n'y avait pas d'Israël, il faudrait l'inventer, car c'est ainsi que l'Amérique projette sa puissance au Moyen-Orient. Alors pourquoi pensez-vous que les intérêts américains et israéliens ne sont pas indissociables? Je veux dire, l'argument selon lequel Israël serait un atout stratégique n'est pas sérieux. C'est un fardeau stratégique, un albatros autour du cou. La raison pour laquelle il existe un lobby israélien remarquablement puissant qui travaille sans relâche pour que les États-Unis soutiennent Israël sans condition est précisément parce qu'Israël est un fardeau stratégique. S'il n'y avait pas de lobby israélien, nous aurions une relation fondamentalement différente avec Israël. Nous le traiterions comme un pays normal. En réalité, Israël a fait peu pour faire avancer les intérêts américains au Moyen-Orient. La principale raison pour laquelle nous avons été attaqués le 11 septembre, ce dont presque personne ne parle dans les médias traditionnels, est liée au fait que cette politique est perçue comme critique envers Israël. Mais le fait est qu'Oussama Ben Laden et Khalid Sheikh Mohammed, le principal architecte des attentats du 11 septembre, ont tous deux déclaré que leur principale motivation pour attaquer les États-Unis était le soutien américain à Israël contre les Palestiniens. Si l'on examine l'histoire du comportement des États-Unis au Moyen-Orient depuis 1948, l'année de la création d'Israël, Israël n'a jamais été un atout dans aucune des guerres que nous avons menées, ni dans notre diplomatie dans la région. Cela n'a tout simplement pas beaucoup d'importance. En réalité, c'est un handicap. Et si l'on regarde ce qui se passe aujourd'hui, c'est clairement un handicap. Et ce n'est pas seulement un handicap stratégique, ce sur quoi je me suis concentré jusqu'à présent dans mes commentaires, c'est aussi un handicap moral. En réalité, parce que nous soutenons Israël sans condition, nous sommes complices d'un génocide. Israël est un État d'apartheid, et c'est un État d'apartheid qui mène un génocide. Et les États-Unis le soutiennent sans condition. Israël ne pourrait pas mener ce génocide sans notre soutien. Une étude récente de l'Université Brown a révélé que nous avons fourni à Israël environ 31 milliards de dollars d'aide depuis le 7 octobre, il y a 2 ans. Réfléchissez à cela. Au cours des 2 dernières années, depuis le 7 octobre, alors qu'Israël commet ce génocide et mène la guerre contre le Liban, la Syrie, l'Irak, le Yémen, la Cisjordanie et ainsi de suite, nous leur avons accordé 31 milliards de dollars d'aide. Plus de 20 milliards constituent une aide militaire et économique directe, et les quelques 10 milliards restants couvrent le coût de nos opérations militaires dans la région, conçues pour soutenir Israël. C'est véritablement stupéfiant. 31 milliards de dollars. Et il n'y a aucun moyen pour un président, qu'il s'agisse de Joe Biden ou de Donald Trump, de faire à Benjamin Netanyahou ce qu'ils veulent. Benjamin Netanyahou avait Joe Biden dans sa poche et il a maintenant Donald Trump dans la sienne. Comme j'aime le dire, si vous regardez le monde et voyez comment Donald Trump traite tous les pays de la planète sauf Israël, vous le verrez les malmener sans arrêt. Il semble prendre plus de plaisir à malmener les alliés des États-Unis que leurs adversaires. Il suffit de le voir agir avec les Danois. Existe-t-il un allié plus fidèle sur la planète que le Danemark? Je ne le pense pas. Mais regardez comment il a traité les Danois. Trump est un véritable tyran qui aime s'en prendre à presque tout le monde, sauf à Israël.
Nous traitons Israël fondamentalement différemment de tous les autres pays de la planète. Pourquoi cela? Est-ce parce que c'est un grand allié stratégique? Pas du tout. Si l'on regarde l'opinion publique américaine, les gens le reconnaissent. La majorité souhaite couper le flux d'aide vers Israël. La plupart pensent qu'Israël commet un génocide à Gaza. Néanmoins, nous soutenons Israël sans réserve. Et pourquoi cela? C'est à cause du pouvoir du lobby pro-israélien. Ainsi, l'idée selon laquelle Israël serait ce grand rempart soutenant les intérêts américains, et que s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer, n'est pas un argument sérieux. Si Joe Biden et Donald Trump avaient réellement à cœur l'intérêt national américain, s'ils étaient des partisans de l'America First, ce qu'ils ne sont pas, ils traiteraient Israël de manière très différente. Donald Trump n'est pas un partisan de l'America First. Il est un partisan de l'Israel First. Il en va de même pour Joe Biden. Le résultat, c'est qu'ils n'agissent pas dans l'intérêt national des États-Unis. S'ils faisaient ce qui est dans l'intérêt national américain, et ce qui est moralement juste, ils auraient mis fin à ce génocide depuis longtemps. Nous, c'est-à-dire les États-Unis, traiterions Israël comme un pays normal. Oui et bien, pour les réalistes politiques, catégorie dans laquelle je me placerai, l'accent est souvent mis sur la puissance matérielle. Mais il faut aussi parler de l'effondrement de notre réputation à cause de ce qui se passe à Gaza, car le voile libéral servant à dissimuler la gestion d'un empire a été largement levé. Et je veux dire, il ne s'agit pas seulement d'Israël. La réputation des États-Unis subit également de sérieux revers à travers le monde. Et pas seulement à l'étranger, mais aussi chez eux. Il y a une véritable agitation au sein de nos propres populations, ici en Europe aussi. On assiste à une crise rampante de légitimité politique. Cela a d'énormes répercussions sur le système international, comme on le voit aujourd'hui avec les dirigeants européens. Ils ne bénéficient pas de taux d'approbation ni d'une légitimité très élevée en ce moment. Mais je voulais justement te poser une question à propos du plan de paix de Trump, parce qu'il a un... Oh, j'ai oublié comment il s'appelle. Pas paix glorieuse, paix durable. Voilà, c'est celui-là. Il a toujours besoin du grand magnifique accord, des récompenses grandioses. Il est excellent en image de marque et en marketing. Mais il est passé de discours sur la construction d'une riviera à Gaza après avoir nettoyé ethniquement toute la région à ce nouveau plan de paix. Ce n'est peut-être pas vraiment quelque chose de très différent, car il prévoit le désarmement du Hamas, qui est une épine majeure dans le pied d'Israël et une des raisons principales de ses difficultés là-bas. Que penses-tu de ce plan de paix? Parce qu'il a reçu un certain soutien. J'ai entendu dire à Valdai que Poutine avait déclaré que les Russes le soutiendraient aussi, mais cela ne semble pas être un très bon plan. Qu'en penses-tu? Eh bien, il est important de souligner qu'il ne s'agit pas seulement d'un plan américain. C'est un plan américano-israélien. Je veux dire, les Israéliens ne voulaient aucun plan du tout. Les Israéliens sont déterminés à poursuivre le génocide, car le génocide est leur principal instrument pour soit chasser les Palestiniens de Gaza, soit les tuer tous. L'objectif principal d'Israël à Gaza est de procéder à un nettoyage ethnique de Gaza. Les Israéliens veulent un grand Israël avec très peu de Palestiniens, voire aucun, à l'intérieur. Il est vraiment très important de comprendre cela, parce que vous savez, quand on parle de Gaza, on dit qu'Israël a deux objectifs. L'un des objectifs est de récupérer les otages et l'autre de vaincre le Hamas. Je pense que ce sont deux de leurs buts, mais leur objectif principal est de procéder à un nettoyage ethnique de Gaza, de chasser tous les Palestiniens. Il est très important de comprendre que les deux grands nettoyages ethniques des Palestiniens ont eu lieu en 1948 et en 1967, dans le contexte de deux guerres.
Et les Israéliens comprennent parfaitement que la meilleure occasion de procéder à un nettoyage se présente pendant une guerre. Ainsi, ce qui s'est passé le 7 octobre a constitué une occasion en or pour Netanyahou et ses alliés de chasser les Palestiniens. Et ils se sont immédiatement attelés à cette tâche. Ils étaient déterminés à expulser les Palestiniens. Et ils pensaient pouvoir atteindre cet objectif en punissant les Palestiniens de Gaza, en tuant un grand nombre d'entre eux et en détruisant leurs maisons. Ensuite, les Palestiniens partiraient, ils iraient en Jordanie ou en Égypte, ou les deux. Les Israéliens auraient alors une Gaza sans Palestiniens, puis ils s'attaqueraient à la Cisjordanie. Mais ce que tu dois comprendre, Glenn, c'est qu'ils ont échoué. Ils n'ont pas réussi à chasser les Palestiniens. Je veux dire, ils ont commis un génocide. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et les Palestiniens ont été regroupés dans une poignée de zones de la bande de Gaza. Mais ils ne les ont pas expulsés. Aucun pays n'acceptera de les accueillir. Et l'Égypte a déployé des efforts considérables pour faire comprendre qu'il est catégoriquement inacceptable que les Israéliens chassent les Palestiniens vers le Sinaï, qui, bien sûr, appartient à l'Égypte. Les Israéliens ont donc échoué. Et nous en sommes arrivés là parce qu'il y a tant de protestations dans le monde, y compris aux États-Unis, contre ce que subissent les Palestiniens et ce que font les Israéliens, que Trump s'est senti obligé d'essayer de mettre un terme à cette situation. C'est ce qui se passe ici. Il est très important de le comprendre. Trump voudrait y mettre fin, mais il ne le peut pas, car Netanyahou le tient sous son influence. Malgré tout, il tente quelque chose. Il a élaboré un plan, il a parlé à de nombreux dirigeants arabes, et ainsi de suite. Mais avant que le plan ne soit finalisé, les Israéliens sont intervenus. Netanyahou, principalement par l'intermédiaire de son principal conseiller sur ces questions, Ron Dermer, a rencontré les Américains et ensemble, les Israéliens et les Américains ont élaboré le document final. C'est le plan en 20 points qui a été publié il y a 2 lundis. Ils l'ont ensuite présenté comme un fait accompli aux Palestiniens, aux dirigeants arabes et en gros au reste du monde, y compris les Russes. C'est pas comme si les Palestiniens avaient eu leur mot à dire là-dedans. Il est très important de comprendre que le document final a été préparé par les Israéliens et les Américains et qu'il a été présenté aux Palestiniens comme un fait accompli. Et Poutine leur a dit, Trump leur a dit, que s'ils n'acceptaient pas dans les 4 jours, l'enfer allait se déchaîner et qu'il allait faire des choses horribles, ou que les Israéliens allaient faire des choses horribles aux Palestiniens. C'est donc dans ce contexte que le plan a été élaboré. Si l'on regarde le plan, c'est une impasse. Ce n'est pas sérieux. Les Palestiniens perdent à chaque étape. Tout d'abord, les Palestiniens doivent libérer les otages dans les 72 heures. Tous les otages doivent être relâchés. Et comme tout le monde le sait, les otages constituent un moyen de pression pour les Palestiniens. C'est le seul véritable levier qu'ils possèdent. Mais ils doivent les remettre dans un délai de 72 heures. Le plan prévoit également que le Hamas se désarme complètement, y compris en détruisant les tunnels restants. La plupart des estimations indiquent que plus de 50% des tunnels existent encore, mais ils doivent être détruits. Ainsi, les Palestiniens se retrouvent exposés. Ensuite, il y a le retrait israélien. Les Israéliens se retirent par étapes, et c'est eux qui décident en grande partie quand il est approprié de le faire. Vous savez où ça va mener? Ils ne se retireront pas. Même une fois le point de retrait final atteint dans ce plan, les Israéliens contrôlent toujours le périmètre autour de Gaza. Ils sont à l'intérieur de Gaza, le long de ses frontières. Ils contrôlent le périmètre. Ce sont donc 3 gros problèmes. Mais ensuite, on en arrive aux véritables grandes questions. Tout d'abord, qui va gouverner? Qui va gouverner Gaza?
Et la réponse, en gros, ce sont les puissances coloniales, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Ils pourraient faire venir des forces arabes dans le cadre d'une force de stabilisation pour maintenir l'ordre, et ils pourraient inclure quelques technocrates palestiniens pour participer au processus. Mais fondamentalement, c'est un plan néocolonial. J'emploie rarement ce mot néocolonial, mais quand on lit ce plan, il y ressemble bien. Faisons venir Tony Blair. Tony Blair. Ouais, c'était la cerise sur le gâteau, non? Oui, je veux dire, est-ce qu'on est sérieux là? Donc Tony Blair et Donald Trump vont diriger Gaza. C'est Donald Trump qui, il y a un mois environ, parlait de créer une riviera sur la Méditerranée, ce qui, en gros, a été accueilli favorablement par les Israéliens, car ils comprenaient que cela signifierait se débarrasser de tous les Palestiniens et laisser Jared Kushner libre de développer Gaza et d'en faire cette riviera. Mais maintenant, c'est lui qui va être aux commandes avec Tony Blair. Oh là là. Donc les Palestiniens ne vont pas gouverner, du moins à court terme. Mais oh, à long terme, c'est l'autorité palestinienne qui gouvernera. Mais d'abord l'autorité palestinienne, n'est-ce pas? Ce sont les principaux opposants du Hamas au sein de la communauté palestinienne. L'autorité palestinienne doit passer par un processus de rééducation, n'est-ce pas? C'est difficile à croire, car l'autorité palestinienne est fondamentalement subordonnée à Israël et aux États-Unis. Mahmoud Abbas, qui dirige l'autorité palestinienne, n'a aucune légitimité auprès des Palestiniens. L'idée que ce soit lui qui doive être rééduqué est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Les Israéliens devraient laisser entrer immédiatement l'autorité palestinienne, tout comme les Américains. Mais ils ne le font pas. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que les Palestiniens administrent Gaza. Ils veulent que Tony Blair et Donald Trump, et en pratique les Israéliens, dirigent Gaza. Donc en ce qui concerne la gestion de Gaza, les Palestiniens sont perdants dans cet accord. Et ensuite, on en arrive à la grande question. Quel est le règlement final ici? Quel est le résultat final? Il est mentionné dans le 20e et dernier point du document comme l'horizon politique. Quel est cet horizon politique? Et la réponse, c'est qu'il n'y a pas d'horizon politique clair. Ils évoquent la possibilité d'un État palestinien, mais le plan ne s'y engage pas. Le plan dit essentiellement que les Palestiniens eux-mêmes souhaitent avoir leur propre État. D'accord, nous le savions déjà. Pas besoin de nous le rappeler. Mais le plan prévoit-il un État palestinien? Non, non. Les Israéliens vont-ils permettre un État palestinien? Non. Pour quiconque a écouté, Benjamin Netanyahou répète ces derniers temps qu'il n'y aura pas d'État palestinien. D'accord. S'il n'y a pas d'État palestinien, quelle est la perspective politique? Quelle est l'alternative? Et personne ne dit rien à ce sujet dans le plan. Donc en gros, c'est un plan qui demande au Hamas de se désarmer, de rendre tous les otages, de permettre à Israël de rester effectivement dans la bande de Gaza, et ensuite, il n'y a pas d'autodétermination. Cette entreprise néocoloniale, c'est ce qui nous attend pour l'avenir prévisible. Alors, capitulez ou nous vous tuons. Voilà l'accord. Et une fois que vous avez capitulé, vous n'avez plus les tunnels, vous n'avez plus les armes, et nous pouvons quand même vous tuer. Je veux dire, c'est un accord horrible. C'est horrible. C'est absolument horrible. C'est abominable. Les Israéliens sont des monstres. C'est un génocide. Si l'on regarde toutes les organisations de défense des droits humains, les organisations internationales, les spécialistes de la Shoah et les chercheurs sur les génocides qui ont examiné cette situation et affirmé qu'il s'agit d'un génocide, je ne vois pas comment on peut le nier. Et si vous n'aimez pas le mot génocide, c'est au moins un cas de meurtre de masse. C'est absolument horrible. Ce qui arrive aux Palestiniens. Et encore une fois, les États-Unis sont complices de cela. Si nous avions un second Nuremberg,
Joe Biden et ses lieutenants, ainsi que Donald Trump et ses lieutenants, seraient sur le banc des accusés. Je ne sais pas quoi dire. I don't know what to say. Well, I just have one quick final Eh bien, question. j'ai juste une dernière question rapide, parce que je réfléchissais à l'absence de stratégie. Je veux dire, au départ, je pouvais comprendre pourquoi il y avait une stratégie derrière tout cela, c'est-à-dire utiliser les Ukrainiens pour affaiblir la Russie, résoudre la question palestinienne par la force ou par le nettoyage ethnique ou le génocide. Mais avoir une stratégie signifie qu'il faut se fixer un objectif. Comment allez-vous atteindre ces objectifs? Et il faut aussi envisager comment vos adversaires réagiront probablement à vos actions. Je ne vois plus vraiment de stratégie aujourd'hui. On dirait qu'il y a un déclin en Occident qui s'est intensifié avec ces deux conflits en particulier. Et je veux dire, les États-Unis et l'Europe ne ressemblent plus à ce qu'ils étaient en 2014, n'est-ce pas? Comment expliquez-vous ce déclin géopolitique plus large? Je veux dire en termes de sécurité, d'économie, de moralité, de stabilité politique. Je sais que cette petite question en contient beaucoup, mais l'Occident a beaucoup changé au cours de la dernière décennie, surtout au cours des 4 dernières années, au moins. Est-ce simplement parce que nous perdons ces conflits? Ou comment interprétez-vous cela? Parce que si l'on regarde autour de l'Europe, la façon dont les politiciens s'expriment aujourd'hui, ils sont devenus assez, disons, désagréables. Et j'imagine que l'optimisme quant à l'avenir a pratiquement disparu et que la pertinence décline rapidement. L'ambiance est très différente ici de ce qu'elle était il n'y a pas si longtemps. Comment expliquez-vous cela? How do you make sense of this? I think your description of what's happened here is on the Je pense que ta description de ce qui s'est passé ici est tout à fait juste. It's not an easy question to Il n'y a aucun answer. doute là-dessus. I mean, C'est pas une question facile à it's résoudre. gone badly wrong. Je veux dire, quelque chose a vraiment mal tourné. Tu sais, si l'on remonte à la guerre froide et qu'on regarde le processus de leadership dans des pays comme l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, Countries like Germany, les dirigeants de l'époque, ils n'étaient certes pas sans défauts, they were not without their faults, for sure. mais ils étaient bien plus impressionnants que ceux que nous avons aujourd'hui. Leaders that you have today. Pense à l'Allemagne, Helmut Kohl, Think about Helmut Germany, Schmidt, Helmut Willy Kohl, Brandt. Helmut Schmidt. Je veux dire, c'étaient des dirigeants très intelligents, dotés d'une vision stratégique. Very Cela ne veut pas dire qu'ils ne faisaient pas d'erreurs, strategically mais ils oriented formaient un groupe leaders. impressionnant. Again, to say they didn't make mistakes, but an impressive lot. And the same thing is true in France with people like de Gaulle Et c'est la même chose en France, and so forth. avec and des so on. figures comme de Gaulle et d'autres, And then you look at ainsi the qu'au leaders Royaume-Uni. today, and you look at how much Puis quand on regarde les dirigeants d'aujourd'hui, on voit à quel point ils sont en difficulté. Vous savez, c'est une chose d'avoir des problèmes, mais ces gens-là semblent s'entêter au lieu de faire des ajustements intelligents et stratégiques. Pour vous donner un exemple, prenons la guerre en Ukraine. Ils pensaient au départ avoir une stratégie astucieuse pour vaincre la Russie, et c'était une stratégie en 2 étapes. La première étape consistait à arrêter les Russes sur le champ de bataille, à les bloquer là-bas. Et cela pouvait se faire avec l'armée ukrainienne, car entre 2014 et 2022, ils avaient formé et armé les Ukrainiens. En 2022, les Ukrainiens disposaient d'une force militaire tout à fait redoutable, et les gens ont souvent tendance à l'oublier. L'armée ukrainienne en 2014 était un véritable désastre. Mais nous, en Occident, l'avions compris, et nous avons déployé de grands efforts pour former et armer cette force ukrainienne. Ainsi, en 2022, elle était devenue une force redoutable. C'était la première étape. La deuxième étape concernait les sanctions économiques, censées être l'arme décisive. L'Occident pensait qu'il s'agirait des sanctions les plus sévères que le monde ait jamais connues, qu'elles paralyseraient l'économie russe et affaibliraient la Russie elle-même. La combinaison de l'armée ukrainienne retenant les Russes sur le champ de bataille, associée à ces sanctions écrasantes, devait, pensait-on, mettre la Russie à genoux. C'était la stratégie,
et on pourrait dire qu'elle était plausible dans le contexte de 2022. Beaucoup de gens pensaient qu'elle fonctionnerait, et ce n'étaient pas des fous. Mais elle n'a pas fonctionné. En fait, elle s'est retournée contre eux. Si quelque chose, ce sont les économies européennes qui ont souffert, tandis que l'économie russe s'en est plutôt bien sortie. Merci. On pourrait donc s'attendre à ce que les élites européennes, ou les élites occidentales, plus généralement, changent de stratégie, qu'elles commencent à réfléchir à une autre manière de traiter avec les Russes, puisque leur stratégie censée leur faire gagner la guerre s'est transformée en stratégie perdante. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, comme nous en parlions plus tôt dans l'émission d'aujourd'hui. Ce que nous faisons, c'est redoubler d'efforts. Ils parlent de nouvelles sanctions. Ils continuent d'évoquer des sanctions secondaires, Glenn, alors qu'il n'y a aucune possibilité qu'elles soient mises en œuvre, encore moins qu'elles fonctionnent. Mais ils continuent de parler de sanctions, et ils continuent de parler de redresser la situation sur le champ de bataille, malgré le fait que, comme le dit le général Lushny, les choses tournent mal pour les Ukrainiens. Il n'y a tout simplement aucune possibilité de corriger la trajectoire qu'ils suivent. Je trouve ça assez remarquable, et je pense que c'est vraiment le reflet de la qualité du leadership. Et la question est, pourquoi en est-on arrivé là? Je veux dire, comment avons-nous pu nous retrouver dans une telle situation? Et d'ailleurs, je n'ai même pas encore parlé des États-Unis. Quand on regarde Biden et Trump, quand on observe leur manière de conduire la politique étrangère et qu'on la compare à celle des présidents précédents, on ne peut qu'être stupéfait. Car aussi bien Biden que Trump ont fait un travail déplorable dans l'exécution de la politique étrangère américaine. De manière très différente, ils ont mené des politiques erronées. Mais malgré tout, on se demande vraiment ce qui se passe. Nevertheless, you do wonder what's gone on here. I think just saying a few words about the European case. Je pense qu'il suffit de dire quelques mots sur le cas européen. Ce qui s'est passé, c'est que pendant le moment unipolaire, les États-Unis et leurs alliés en sont venus à croire qu'ils avaient trouvé la formule magique pour gérer le monde, que la démocratie libérale était la vague du futur, qu'elle ne pouvait pas se tromper, et que si l'on opposait un État autoritaire à une démocratie libérale, la démocratie libérale l'emporterait à chaque fois. De plus, tous ces États autoritaires étaient voués à échouer à long terme parce que, comme Francis Fukuyama nous l'a dit, les démocraties libérales ont le vent en poupe et que les choses évoluent dans leur direction. Il peut y avoir quelques obstacles en cours de route, mais finalement nous l'emporterons. L'arc de l'histoire penche en notre faveur. Et je pense que si l'on regarde les dirigeants en Europe aujourd'hui, ils ont grandi dans ce monde-là. Ils ont atteint leur maturité pendant le moment unipolaire et en sont venus à croire que l'Occident était le meilleur, qu'il n'existait vraiment aucune alternative. Ils continuent simplement de penser qu'on peut poursuivre les mêmes vieilles politiques qui, au final, triompheront, que nous sommes du bon côté. Et ils sont incapables de s'adapter ou de comprendre que le monde dans lequel ils ont grandi, le moment unipolaire, a disparu. C'est terminé. Les États-Unis ne sont plus le seul pôle, ni la seule grande puissance de la planète. De plus, il n'y a pas seulement des pays comme la Russie et la Chine qui sont désormais de grandes puissances. Il y a aussi une longue histoire d'échecs de l'Occident, en particulier des États-Unis, dans leurs diverses aventures durant le moment unipolaire. C'est ainsi que nous en sommes arrivés aux guerres sans fin. Mais ils semblent incapables d'accepter le fait que nous vivons désormais dans un monde multipolaire. Nous ne vivons plus dans un monde unipolaire où les États-Unis et l'Occident tiennent le volant. Nous vivons dans un monde multipolaire. De plus, bon nombre des politiques qu'ils adoraient et jugeaient formidables durant le moment unipolaire se sont révélés être des échecs. Ce que nous avons obtenu pendant cette période
Ce sont de nombreuses guerres sans fin. Et s'ils prenaient quelques minutes pour y réfléchir, ils se rendraient compte qu'ils sont engagés dans une guerre sans fin en Ukraine. C'est ce qui s'y passe. Mais ils ne semblent tout simplement pas le comprendre. Quand je vois qu'une stratégie ne fonctionne pas et qu'aucune correction de trajectoire n'est envisagée, je cherche de plus en plus des explications qui ne reposent plus sur la raison ou la rationalité. Je veux dire, je pense que tu tiens quelque chose là. Si toute la vision du monde s'effondre, la manière dont le monde fonctionne, notre place en son sein, si tout cela se brise, on assiste à quelque chose comme une psychose collective. Je ne veux pas paraître hyperbolique, mais tu sais, les universitaires devraient éviter d'exagérer. Pourtant, on observe bel et bien un phénomène psychologique un peu étrange ici. Lorsqu'un grand groupe de personnes développe de fausses croyances, des émotions intenses et un comportement qui ne correspond pas à la réalité, eh bien, les gens paniquent quand leur vision du monde s'effondre. Et quand un ordre mondial arrive à sa fin, oui, je ne pense pas que ce soit toujours la raison à laquelle on puisse se fier pour expliquer ce qui se passe réellement parmi les élites politiques. Mais bon, avant de conclure, as-tu des réflexions finales? Oui, c'est le cas. Oui, Glenn. Je veux faire un dernier point à ce sujet. Je pense que ce qui illustre vraiment la faillite de l'Occident, c'est la réaction face au génocide de Gaza. L'Occident se targue de croire en et de promouvoir les valeurs libérales. Et je veux que ce soit clair, je suis un défenseur des valeurs libérales. Le fait de vivre dans une démocratie libérale, ou d'être né et d'avoir grandi dans une telle démocratie comme les États-Unis, je considère que c'est une chose merveilleuse. Donc je ne suis en aucun cas un ennemi du libéralisme ou des valeurs libérales. Je veux simplement que ce soit très clair. Mais cela m'amène à être, et je choisis mes mots avec soin ici, extrêmement critique envers ce que font les Israéliens à Gaza, ainsi qu'envers la manière dont l'Occident, et ici je parle principalement des États-Unis, mais pas seulement des États-Unis, soutient le génocide israélien. Mais il faut réfléchir à ce qui se passe ici. C'est l'Occident. C'est l'Occident libéral qui est complice d'un génocide. Et ce n'est pas un génocide caché. Ce n'est pas comme le Cambodge. C'est au grand jour. Ce qui se passe à Gaza aujourd'hui est d'une clarté évidente. Et que fait l'Occident? Maintenant, si l'on regarde l'opinion publique, c'est une autre histoire. Mais si vous regardez les élites, et votre question portait sur les élites dirigeantes, si vous observez les élites au pouvoir, les milieux de la politique étrangère en Occident, aux États-Unis, en Europe, notamment dans des pays comme la Grande-Bretagne et l'Allemagne, il est à mes yeux vraiment stupéfiant que nous soyons complices depuis 2 ans d'un génocide qui se déroule au grand jour. Si vous croyez vraiment aux valeurs occidentales ou aux valeurs libérales, comme nos dirigeants prétendent le faire, que font-ils, au nom du ciel, à soutenir les Israéliens? Ils auraient dû mettre un terme à cela dès le début. Cela n'aurait jamais dû se produire. Mais c'est arrivé. Et les élites semblent tout simplement ne pas comprendre. Et d'ailleurs, il faut se rappeler que ce n'est pas comme si le public, en bas, réclamait la poursuite du génocide. Au contraire, j'ai justement lu un article dans le Wall Street Journal ce matin qui disait qu'au Royaume-Uni, le gouvernement est désemparé parce qu'il ne sait pas comment mettre fin aux manifestations quotidiennes en soutien aux Palestiniens. L'article parle de manifestations presque quotidiennes en faveur des Palestiniens. Et bien sûr, si l'on regarde l'opinion publique aux États-Unis, aussi bien à droite qu'à gauche, toutes sortes de personnes comprennent qu'il faut mettre un terme à ce génocide. On a donc des élites avec en dessous d'elles des populations qui soutiendraient, sans hésiter, l'arrêt du génocide. Mais elles ne le font pas.
Et pour revenir au point que j'ai soulevé il y a un instant, elles sont complices du génocide. Comment est-ce possible? Et ces gens ne comprennent-ils pas quelles vont être les conséquences de tout cela? Ne comprennent-ils pas que lorsque les peuples en dehors de l'Occident les regardent, ils voient en eux des hypocrites de la pire espèce? Les valeurs libérales, vous dites croire aux valeurs libérales, croire aux droits de l'homme, croire à la Convention sur le génocide. L'hypocrisie ici est stupéfiante. Et plus grave encore que l'hypocrisie, c'est la complicité dans le génocide. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. L'Occident est dans une situation extrêmement difficile, et à bien des égards, c'est une blessure qu'il s'est infligée lui-même. Je veux dire, il ne fait aucun doute que le passage de l'unipolarité à la multipolarité va être un processus très complexe. Et il y aura toutes sortes de coûts de démarrage pour s'adapter à ce nouveau monde. Je comprends que la politique internationale est une affaire compliquée. C'est difficile d'être un dirigeant. Je ne voudrais être le dirigeant d'aucun de ces pays, quelles que soient les circonstances, à aucun moment. C'est très difficile d'être un dirigeant politique. Nous le comprenons tous. Mais si l'on regarde comment les dirigeants occidentaux se sont comportés ces dernières années, en commençant par l'Ukraine et maintenant Gaza, il est difficile de croire à quel point les dirigeants occidentaux ont été imprudents, tant d'un point de vue stratégique que moral. Oui, eh bien, c'était l'élite politique de l'après-guerre froide. Ils croyaient sincèrement qu'ils méritaient leur place dans les livres d'histoire, car ils pensaient instaurer une paix perpétuelle grâce à cette hégémonie libérale. Et maintenant, les voir paniquer, et leur premier réflexe être de justifier un génocide pour continuer à le soutenir. Ou, comme l'a dit le chancelier Merz d'Allemagne, « Israël fait notre sale boulot ». Je veux dire, il n'y a pas de retour possible après ça. C'est vraiment horrible. Je suppose que cela rejoint mon point. Cela reflète une crise dans leur perception de leur place dans l'histoire et dans le monde. Et je ne pense pas qu'ils mesurent vraiment dans quoi ils se sont embarqués. Je suis entièrement d'accord avec cela. L'histoire ne les jugera pas favorablement, pas une seule seconde. C'est vraiment stupéfiant, la situation dans laquelle ils se sont mis, et nous aussi, puisque nous faisons partie de l'Occident. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour votre temps. J'ai hâte de vous revoir bientôt lors d'un débat ou d'une discussion avec Jeffrey Sachs. J'attends cela avec impatience. Et merci encore pour votre temps. Avec plaisir, Glenn, comme toujours. J'ai également hâte de discuter avec toi, et surtout avec Jeffrey, des sphères d'influence.